et bienvenue sur ma chaîne Amandine Bookin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2022. J'en profite au passage pour te remercier pour ton soutien de me suivre régulièrement sur cette chaîne. Donc, qui dit fin d'année, dernière vidéo de l'année, dit top lecture de l'année 2022. Alors, j'ai lu cette année 2022 51 livres. J'ai essayé de faire un top 10, alors c'est pas évident, donc c'est un top 10, mais il y a des sagas avec des tomes 1, 2, voilà. J'ai essayé un peu de faire un condensé de mes meilleures lectures en tout cas. Alors il y en a qui sont, le classement ne veut absolument rien dire. C'est juste, voilà, j'avais envie de faire un petit peu un résumé de mon année au niveau lecture. Du coup, on y va sans plus attendre, tout est à côté de moi. C'est parti! J'ai effectué mon classement de manière décroissante, c'est-à-dire de la 10e à la première place. Donc en 10e position, j'ai choisi de mettre Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva aux éditions 12-21. C'est un roman dans lequel on rencontre Pierre-Marie Soto et Adeline. Pierre-Marie est un écrivain à succès, il a écrit un best-seller et depuis il n'arrive plus à écrire. Adeline fait partie de ses admiratrices. Elle va lui envoyer un paquet contenant plusieurs lettres et va lui demander d'ouvrir ce paquet à un moment précis. Pierre-Marie est très intrigué et entre les deux va naître une correspondance par mail. Cette correspondance va déboucher sur des secrets, va y avoir des secrets par rapport à leur vie à l'un et à l'autre. Forcément, les deux sont liés. J'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Il y a une histoire d'amour entre les deux personnages qui se crée. C'était un roman, pour moi, c'était le premier coup de cœur de 2022. Je trouvais que la plume des deux auteurs était sublime, que l'écriture à quatre mains fonctionnait très bien. Voilà, premier coup de cœur de l'année. C'était super chouette. J'ai lu au cours de l'année le 2e tome et j'ai beaucoup moins accroché, même si je restais fan des personnages et de l'histoire. En 9e position, on retrouve le tome 2 de la saga ACOTAR de Sarah J. Maas. Il s'agit de Un palais de colère et de brume aux éditions La Martinière et en édition collector, s'il vous plaît. Donc dans ce tome 2, on retrouve Fer qui a survécu aux épreuves imposées par Amaranta, la sorcière, sous la montagne, qui avait lancé la malédiction sur toutes les cours. Donc du coup, Fer est devenu une fae, c'est-à-dire un être immortel doué de pouvoirs magiques. Sauf que le cœur de Fée est resté celui d'une humaine et qu'elle n'arrive pas à se remettre des atrocités qu'elle a dû commettre sous la montagne. Elle reste aussi liée au pacte qu'elle a lié avec Crescente, c'est-à-dire qu'elle doit passer 1 semaine par mois à la cour de la nuit. Non, en fait, entre Tamlin et Fer, c'est un peu tendu. C'est pas comme elle veut. Disons qu'il la demande en mariage, mais qu'elle ne se rend pas compte que c'est pas ce qu'elle veut. Et du coup, Rissante va voler à son secours et entre les deux, voilà, ça va exploser. Il va y avoir une histoire d'amour absolument incroyable. J'ai adoré ce tome 2. La cour de la nuit est absolument magnifique. Les personnages qu'on y rencontre, les nouveaux personnages en tout cas qu'on y rencontre, sont tellement bien écrits. Ce tome 2 a fait basculer mon cœur. Voilà, c'est la cour de la nuit récente. Pouf! Voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire que ça. Si tu connais pas la saga ACOTAR, lis ACOTAR. Franchement, le tome 1, le tome 2, le tome 3, je suis pas là encore au bout de la saga, mais franchement, c'est pour moi une saga coup de cœur, c'est bien écrit, il y a de l'intrigue, il y a du sexe, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'on peut aimer dans quelque chose de fantaisie romantique. Voilà. En 8e position, j'ai choisi de mettre les 2 premiers tomes de la saga L'Ascension des Camelot. Le premier tome, c'est La Duperie de Guenièvre de Kirsten White aux éditions de Saxus.
Dans ce premier tome, Guenièvre arrive à Camelot pour épouser le roi Arthur. Sauf que la magie est interdite au royaume de Camelot, que Merlin a disparu et que semble-t-il, la Guenièvre n'est pas la vraie Guenièvre. Voilà, moi qui aime les légendes arthuriennes, mais j'ai été conquise. Voilà, j'y retrouve tout ce que j'aime et surtout chez De Sextus. Tout va de surprise en surprise. C'est-à-dire qu'effectivement, Guenièvre n'est pas la vraie Guenièvre. Je vais en parler parce qu'il y a le tome 2 juste derrière. Que Guenièvre est une sorcière, qu'elle ne sait pas d'où elle vient, mais elle a des pouvoirs magiques. Et il y a cette reine noire qui vient, voilà. C'est où, voilà. Lancelot n'est pas un homme, mais une femme. Enfin, c'est génial. Moi, j'ai adoré, adoré, adoré. Je pense que c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur sur une trilogie. J'ai le tome 3 dans ma bibliothèque que mon chéri m'a offert là dans le calendrier livresque de l'Avent. Donc, j'ai hâte de découvrir le dénouement final. Mais en attendant, je vais te parler du tome 2 qui est la trahison de Camelot. Dans ce tome 2, Guenièvre en fait a beaucoup d'interrogations sur qui elle est, pourquoi elle est là. Et bien en plus de toutes ces interrogations qui lui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'espace dans sa tête, la petite sœur de la vraie Guenièvre arrive donc au royaume de Camelot. Du coup, les choses se compliquent pour Guenièvre, puisque du coup, elle a peur d'être démasquée par cette petite sœur. Même si ça fait très longtemps qu'elle ne l'a pas vue, elle a peur, du coup, que, en fait, elle reconnaisse que ce n'est pas sa grande sœur. Et voilà, c'est un tome, pourtant, les tomes 2 dans les sagas, c'est souvent un tome qui est un petit peu moins bien que le premier. Mais là, en fait, même si dans ce tome 2, les interrogations de Guenièvre, elles prennent beaucoup de place, l'intrigue est toujours aussi bien menée. Enfin, Kirsten White écrit magnifiquement bien. Et ça m'a plu, donc j'ai hâte, voilà, de découvrir le dénouement final. Dans ce top, il n'y a pas que des romans, j'y ai aussi mis des mangas. Et donc, le premier manga qui s'est glissé à la 7e position, nous avons Aria, The Masterpiece de Kozue Amano aux éditions Kiun. Alors, ce manga raconte l'histoire de Akari, une jeune terrienne qui rêve de faire son apprentissage d'Ondine. Et en effet, pour ça, elle se rend sur la planète Mars, parce que Mars a été terraformé sur le modèle de Venise, et que du coup, en fait, on se déplace sur Mars comme à Venise, donc les villes, enfin les canaux sont des routes, voilà, comme à Venise. Et donc, Akari va faire son apprentissage d'Ondine dans l'entreprise Aria, qui est tenue par un chat doué d'une intelligence humaine. C'est un manga magnifique, les dessins sont sublimes, c'est très contemplatif, c'est très doux, on prend énormément de temps, enfin le lecteur peut absolument prendre son temps pour dévorer ce petit bijou. Moi c'est quelque chose qui m'a énormément plu et je l'ai lu sur les conseils de Laure de la chaîne L'Enluminé, la maman du Cold Winter Challenge qui parle souvent de ces mangas et donc elle m'a donné très envie de le lire et ça a été une formidable découverte. Je vais te montrer les dessins à l'intérieur parce que c'est absolument sublime, c'est doux, ça fait du bien, on a envie de se mettre sous un plaid pour lire ça, c'est une berceuse ce manga, vraiment c'est sublime. Le manga qui s'est hissé à la 6e position, Magus of the Library de Mitsu Izume, est également édité aux éditions Kiun et c'est une alerte à la bombe, une alerte à la pépite. Je crois que c'est le plus beau manga que je peux avoir dans ma bibliothèque. Dans ce manga, on va rencontrer un jeune garçon d'une dizaine d'années qui est passionné par les livres et par la lecture. Et en fait, dans cet univers-là, les livres ont une importance incroyable. Ce sont des objets absolus de savoir et on est censé les protéger. Il y a même une académie pour ça, une grande bibliothèque. Et ce petit garçon, en fait, il rêve d'y travailler jusqu'au jour où des membres de cette dite académie, de cette grande bibliothèque, arrivent dans son village.
Alors c'est une mangaka féminine qui a réalisé ce manga et je vais te montrer à l'intérieur parce que c'est encore une fois absolument sublime. J'ai découvert ce manga grâce à Gimose, notre chère Pumpkin Mama, l'organisatrice du Pumpkin Autumn Challenge et son club de lecture, le Terrier de Gimose. Enfin voilà, c'était une découverte. Moi ça m'a... Waouh! Énorme coup de cœur pour ce petit manga. Alors voilà, il est quand même assez épais hein, pour un tome 1. Voilà, c'est la plus belle pièce de ma collection, je pense. À la 5e position, c'est glissé la saga Sœur de sang de Nikki Paopreto aux éditions Lumen. Alors là, je te montre juste la couverture du tome 2 parce que je ne l'ai pas encore lu. C'est juste pour que tu aies une idée de à quoi peut ressembler la couverture. Donc, dans le tome 1, nous rencontrons Véronica et sa grande sœur. J'ai oublié le prénom de la grande sœur. J'arrive pas à remettre la main dessus. Toutes les deux sont à la recherche d'œufs de phénix. Ce sont des créatures qui ont disparu. Et en fait, elles rêvent toutes les deux d'être dresseuses de phénix. L'œuf de Véronica va éclore, ce qui va faire naître une jalousie, une tension entre les deux sœurs en tout cas. Et c'est à tel point que Véronica va quitter sa sœur et va partir, donc s'engager dans l'armée des dresseurs de phénix en se coupant les cheveux, en se travestissant pour ressembler à un garçon. Voilà, j'en dis pas plus, le résumé est un petit peu claqué au sol, mais en fait, c'est tellement riche, tellement intense, tellement dense. Chaque petit détail a son importance dans cette saga. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très girl power. C'est, voilà, les filles, elles n'ont pas peur. Véronica, elle est ni victime de sa vie, mais ça en fait pas une héroïne. Voilà, c'est pas une héroïne super badass. Elle a pas des super pouvoirs où ça clac-clac de tous les côtés, vraiment. Non, c'est une jeune fille qui fait son apprentissage en tant que dresseuse, mais qui va commencer au bas de l'échelle, hein. Ils vont la mettre aux écuries. Et du coup, entre les deux sœurs, voilà, il y a une bataille qui se profile, il y a quelque chose, il y a une guerre. Donc du coup, je suis vraiment super hypée pour aller lire la suite. Du coup, ça fait un petit moment que je l'ai, mais que j'ai toujours pas ouvert. Donc voilà, énorme coup de cœur aussi pour ce début de saga. À la 4e position, j'ai mis L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón aux éditions Pocket. L'histoire commence en 1945 et nous rencontrons Daniel, un petit garçon qui est accompagné de son papa un beau matin, comme ça, un dimanche matin, juste après la guerre. C'est très brumeux, voilà, il fait froid, c'est l'hiver. Et en fait, le papa de Daniel emmène son fils à dans un endroit très mystérieux qui s'appelle le cimetière des livres oubliés. Son papa lui explique qu'il ne pourra choisir qu'un livre et qu'il devra le protéger. Donc Daniel passe du temps au sein des rayons et tout, et il choisit un livre qui s'intitule L'ombre du vent et qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Julian Carax. Beaucoup de libraires veulent racheter ce livre parce que tout le monde s'arrache les Carax pour une bonne raison, c'est que cet auteur a disparu du jour au lendemain et qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu, et du coup quelqu'un de mystérieux en tout cas s'en prend au livre de Julian Carax. Donc Daniel lui refuse, il dit non, c'est mon livre, je le garde, voilà. Et en fait, cet auteur va tellement obséder Daniel qu'il va y passer sa vie à aller comprendre, à aller lever le voile du mystère qui entoure la disparition de cet auteur. C'est une intrigue qui m'a énormément plu. C'est contemporain avec un tout petit peu de fantastique. C'est vraiment le petit soupçon, ouais. C'est le sucre glace sur la gaufre. Et moi, ça m'a tenu en haleine parce qu'à chaque fois que je faisais une supposition, bam, c'était pas ça. Voilà, j'ai dû attendre vraiment la toute fin du roman et je peux t'assurer que quand un truc te tient comme ça en haleine, c'est super long, t'as envie de savoir, et j'ai dû attendre la toute fin pour avoir le fin mot de l'histoire. Et c'était une très belle fin. En vrai, j'ai été conquise de bout en bout par ce roman. Je le conseille très fortement à tous ceux et toutes celles qui ne connaissent pas. Sur la 3e marche du podium, j'ai choisi d'y mettre
d'or et de mensonges de Selena Fenech aux éditions du Chat Noir. Cette réécriture de conte s'inspire du mythe de Rumpelstiltskin ou en français le nain tracassant. On rencontre Zari, une jeune adolescente de 18 ans qui a arrêté ses études et qui travaille à l'usine pour pouvoir payer les études de sa petite sœur. On a un contexte familial assez complexe puisque la maman a disparu du jour au lendemain sans laisser d'adresse et le papa, lui, a noyé son chagrin dans l'alcool et il passe la plupart de son temps au bistrot du coin. Et donc voilà, Zari travaille à l'usine. Sa meilleure amie, en fait, travaille pour une famille dans les beaux quartiers qui règne un peu sur la ville, notamment le grand patron Darian King. Et un jour, Zari retrouve sa meilleure amie couverte d'ecchymose, ensanglantée, complètement paniquée. Elle va essayer de la rassurer, de comprendre ce qui se passe. Et c'est là, en fait, que Zari va tomber dans un monde où il y a des personnes dotées de pouvoirs magiques. Et en fait, on nous explique que ces gens dotés de pouvoirs magiques sont directement envoyés chez Darian King pour y travailler. Et on ne les revoit plus jamais. Évidemment, ce serait trop simple. La petite sœur de Zari commence à manifester des dons surnaturels. Pour protéger sa petite sœur, Zari va se faire passer pour elle et va être envoyée chez Darian King. J'en dis pas plus pour pas spoiler l'histoire, mais c'est une réécriture de conte qui m'a énormément plu. En plus, tu sais sur cette chaîne que j'adore les réécritures de contes, clairement. Et j'avais peur parce que c'est pas un gros livre au final. J'avais peur que ce soit pas assez développé. Mais au final, Selena Fenech va droit au but. Voilà, clairement, c'est assez développé pour nous donner envie de continuer. C'est assez développé pour créer un monde riche, dense. Les personnages sont hyper bien travaillés. La mécanique, voilà, les rouages, tout se met en place. Et à un moment donné, tout s'explique. Et voilà, j'ai adoré la fin. C'est majestueusement, voilà, c'est totalement bien écrit. J'ai adoré la couverture. Enfin, petite réécriture de conte qui est vraiment sublime, que je recommande largement. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve bien évidemment la saga Nevernight par J. Christophe, publiée aux éditions de Saxus. Comment te dire de Saxus, voilà, encore une fois, de Saxus. J. Christophe, voilà, J. Christophe a un talent, voilà, incontestable. Donc dans cette trilogie, ça me gratte le nez, désolé. Dans cette trilogie, dans ce tome 1, nous rencontrons Mia Corveret, une jeune adolescente de 16 ans dont la famille a été sauvagement assassinée. Mia n'a qu'une idée en tête, se venger. Et pour ça, elle va intégrer l'académie de Notre-Dame du Saint-Meurtre. Elle va devenir apprentie assassine. En fait, elle va aller assassiner les gens. Et son but, c'est d'aller tuer les personnages publics au passé qui ont fait assassiner ses parents et son frère. Voilà, c'est en gros le speech de base, mais c'est tellement bien écrit, c'est dark, c'est sombre, c'est voilà, coup de cœur immense pour Mia, pour son petit chat ombre gentilhomme, voilà, j'en dis pas plus, mais voilà. Le tome 1, moi je l'ai adoré, j'ai accroché, on est dedans tout de suite, on est jeté dans la marmite tout de suite, il n'y a pas de préambule, on sait dans quoi on va. C'est voilà, c'est sanglant, les personnages sont autant cruels qu'attachants, enfin, tout est bien foutu. Je pense clairement que Nevernight, avec le Prieuré de l'Oranger, c'est mes bouquins préférés de chez De Saxus. Voilà. Clairement, j'ai lu d'autres de Saxus. Voilà, il y en a plein dans ma bibliothèque. J'ai quasiment tous les livres qui viennent de chez eux. Et Nevernight, et le Prieuré de l'Oranger, c'est mes coups de cœur absolus. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Amandine, pourquoi tu l'as pas mis un peu en première place? Ben non, il y a un autre livre qui a détrôné tout ça. Donc voilà, Nevernight. Donc dans le tome 2, alors, qui est en format relié pour le coup, qui est vraiment beau. Le tome 2, lui, nous emmène
Donc après que Mia ait réussi ses études et qu'elle soit devenue assassine, nous plonge dans l'univers des gladiateurs. Alors j'étais un petit peu frustrée pour ce tome 2. C'est pas parce qu'il est moins bien, c'est juste que je l'ai lu pendant le Pumpkin Autumn Challenge là en septembre-octobre. Et en fait, avec ma formation, j'ai passé du temps dessus. Ce genre de grosses briques, en général, je les lis très vite. Et là, j'avais du mal à trouver mon rythme. Et donc, j'étais frustrée de ne pas pouvoir avancer. J'ai mis plus d'un mois à lire. Mais voilà, c'est pareil, coup de cœur, j'ai rien à dire. Je te raconte pas les attentes que j'ai pour le 3e tome qui est dans ma bibliothèque. Ça va jusque là et même plus haut parce que vraiment cette saga, voilà, c'est ma saga préférée. Donc me voici sur le livre qui occupe la première place de ce podium, le coup de cœur absolu de l'année 2022. Le feu d'artifice à mon cœur. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, donc Victoria Elizabeth Schwab, publié aux éditions Lumen. Donc j'ai entre mes mains l'édition collector, je vais te montrer un tout petit peu, parce qu'elle est vraiment sublime, tu vois, on voit pas bien, mais la jaquette est réversible. On a, je sais pas si tu vois là, les constellations d'Adi Larue. Donc c'est un bel objet livre, en tout cas que je suis ravie d'avoir dans ma bibliothèque. Parce que j'ai lu ce livre cet été sur ma liseuse. Et le coup de cœur, voilà, le coup de foudre, clairement, c'est même plus un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Donc en fait, dans ce roman, on rencontre Adeline Larue. Et l'histoire commence en 1744, je crois. 1714, voilà, pardon. 1714, dans un moment de désespoir. En fait, on est dans un petit village de France, dans la Sarthe. Et en fait, Adeline a un moment de désespoir parce que du coup, c'est le jour de son mariage et c'est un mariage forcé. Donc clairement, elle n'a pas envie d'épouser le vieux auquel on veut la marier. Et en fait, elle s'enfuit dans la forêt. Et elle va prier un dieu, enfin elle va prier des dieux, elle va dire au secours, aidez-moi, voilà. Et en fait, c'est le diable qui lui répond. Et donc, il va sceller un pacte avec elle. Je n'en dis pas plus là-dessus. Sauf que, ok, donc elle a signé son pacte, et là, voilà, elle a conclu le pacte. Et donc, elle va vivre éternellement jeune, éternellement en bonne santé, sans aucun problème. Sauf que dès que Adeline rentrera quelque part dans une pièce, personne ne se rappellera d'elle. Voilà, c'est-à-dire qu'elle rentre, je sais pas, vous êtes dans ton salon, tu la vois, tu ressors de ton salon, elle a disparu. Enfin, elle a disparu. Toi, tu l'as oubliée en tout cas. Et un jour, donc comme ça, en voyageant de 1714 à 2014 entre la France et New York. Chaque chapitre, en fait, est un lieu entre France et New York. Et l'intrigue se déroule comme ça. Un jour à New York, Addie rentre dans une librairie et va voler un livre. Puisqu'elle, en fait, elle subvit à ses besoins comme ça. C'est-à-dire qu'elle vole. Et un jour, elle vole dans une librairie un livre. Et le libraire va lui courir après. Elle est complètement dubitative puisque dès qu'elle quitte une pièce, en général, les gens ont oublié sa présence. Voilà, je n'en dis pas plus. Pour l'intrigue, c'est déjà presque beaucoup trop. Mais clairement, c'est un livre... Enfin, l'intrigue... En fait, j'en attendais pas grand-chose au départ parce que je le voyais passer sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram. Et tout le monde était hypé par ce livre. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir par curiosité. Après moult recommandations. Et voilà, mon cœur a explosé. En fait, c'est à tel point j'ai aimé ce livre que j'ai tous les livres que Victoria Elizabeth Schwab a pu écrire jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'écriture m'a tellement plu, l'intrigue est tellement bien menée. En fait, c'est tout simplement une revisite du mythe de Faust. Alors pour t'expliquer Faust rapidement si tu connais pas, c'est un astrologue
je crois, astronome. Il me semble que c'est un astronome, pardon. En fait, cet astronome, il est... Voilà ma vidéo top lecture 2022, ce petit classement, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à venir échanger avec moi en commentaire sur les livres que toi tu as lus cette année. Si dans ce classement il y a des livres qui te parlent, si voilà, si on a ressenti la même chose ou pas, c'est toujours avec plaisir que je réponds à chaque commentaire. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux Amandine Bookin sur Instagram et TikTok. Je te souhaite une très belle fin d'année 2022 et on se retrouve très vite en 2023 du coup pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures livresques. Alors j'espère que 2023 je serai un petit peu plus présente et moins sporadique dans la publication de mes vidéos. Mais en tout cas, je te souhaite une très belle année, enfin une très belle fin d'année, pardon, et un très bon début d'année 2023. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, prends soin de toi, bye bye. Je crois que j'ai jamais autant pleuré sur la fin d'un livre. Il m'a fallu 2 semaines pour reprendre un autre livre dans ma bibliothèque parce que j'arrivais pas à passer à autre chose. Et il y a quelques temps, en fait, une amie m'a trouvé la version collector de ce livre parce que je l'avais que sur ma liseuse. Et je suis ravie et je pense que je relirai un jour ce livre, tellement il est beau.